Bonsoir à toutes et à toutes, ravi de vous accueillir dans Libre Ensemble ce soir pour unir nos forces. Et oui, unir nos forces pour peut-être éviter un scienticide. Ça pourrait être notre logo ce soir car nous parlons du monde universitaire. Oui, l'annonce a d'ailleurs fait une déflagration. Le gouvernement Arizona, il y a quelques mois, voulait revoir les pensions des professeurs. S'ajouter à cela d'autres mesures peu favorables à l'enseignement supérieur, mettant en péril la qualité de cet enseignement et les acquis fondamentaux. Mais quels sont les liens entre le politique et l'institution universitaire? Pourquoi, lorsque la démocratie frémit et l'état de droit semble menacé, les crises s'accumulent, l'université est chaque fois malmenée? On va un petit peu enquêter ce soir avec nos invités au sein d'un mouvement, l'Université en colère, qui est né à Liège à la mi-avril. Libre Ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. Et pour parler de cette université en colère, je suis ravie d'accueillir Martine Evrault. Bonsoir Martine. Bonsoir. Vous êtes représentante du PATO au sein de ce mouvement. Le PATO, c'est le personnel administratif, technique et ouvrier de l'Université de Liège. Exactement. Bonsoir Martine, bienvenue, merci d'être là. Nous avons également Grégory Cormand. Bonsoir Grégory. Bonsoir. Vous êtes professeur de philosophie à l'Université de Liège et coordinateur du mouvement Université en colère. Et puis nous avons Tristan de Trèpes. Bonsoir Tristan. Bonsoir. Tristan est étudiant en Master 1, Histoire de l'art. On va commencer peut-être avec Grégory pour planter le décor et à tous ceux qui nous écoutent et qui n'auraient pas vu passer ce mouvement de colère qui est né à l'Université de Liège à la mi-avril. Qu'est-ce qu'il en ressort? Pourquoi avoir créé ce mouvement et pour quelle colère? Alors c'est effectivement une appellation qui peut être un peu étonnante. Les universitaires ne se présentent pas d'habitude comme... J'allais dire, est-ce qu'on peut se mettre en colère quand on est professeur de philosophie? Parfois on est obligé. Parfois on est obligé de se mettre en colère lorsque les métiers que nous faisons sont mis en cause et sont mis en danger. Donc effectivement, le mouvement université en colère, c'est en réalité un terme qu'on a choisi de manière participative ou consultative au sein du mouvement au mois d'avril-mai, au tout début de notre organisation. Comme d'autres mouvements aujourd'hui, comme d'autres secteurs sociaux, comme d'autres citoyens se disent en colère. Voilà. C'est constitué au mois d'avril à partir d'un point que vous avez abordé, qui est la question de la réforme des pensions, qui a agi comme un électrochoc au sein de l'université de Liège d'abord, non pas tellement pour se préoccuper de nos propres situations d'universitaires et de nos pensions, mais de nos métiers, de nos institutions et très rapidement des services publics de l'éducation, de la santé et de la justice. Qui semblait ciblé de manière tout à fait brutale par un certain nombre de réformes, alors annoncées, maintenant partiellement réalisées, du gouvernement Arizona. Et donc la première idée, c'est on se rend compte qu'il y a un grave souci, on est en colère, et vous vous dites d'emblée... il faut informer la population. Non, les professeurs ne veulent pas manifester ou se mettre en colère uniquement pour leur pension. Et deux, agir. Alors, dans l'information, effectivement, et je vous suis sur les réseaux sociaux, notamment l'université, et j'ai vu Martine aussi témoigner. On en viendra avec vous dans quelques instants. Il ne s'agit pas que des professeurs d'université, le capital symbolique du prof d'uni, comme on disait quand on était jeune. Non, ça va beaucoup plus loin que cela. Et là, il ne faut pas laisser passer, il faut se battre. Oui, c'est une incompréhension de toutes nos carrières, y compris d'académiques et de scientifiques, mais c'est aussi des mesures qui concernent tous les personnels de l'université, les académiques, les scientifiques, le personnel administratif, technique et ouvrier, dans toutes les positions sociales, avec tous les niveaux de salaire, de rémunération et d'assurance dans la vie. Le service public, c'est quelque chose qui suppose un certain nombre de garanties. Pour pouvoir s'occuper de ce qui fait le liant de la société en matière d'éducation, de justice ou de santé, il ne faut pas nécessairement vivre dans des conditions extraordinaires, mais être assuré que soi-même et les siens ont des perspectives, au fond, d'existence qui sont correctes. Et c'est ce contrat social-là, au fond, qui était mis en cause par des politiques destructrices et qui nous attaquaient immédiatement. Et je pense que le réflexe que nous avons eu, c'est de dire nous ne pouvons pas être simplement victimes d'une sidération, nous devons nous organiser
au sein d'abord de notre institution. Ça suppose de savoir à quelle sauce nous risquons d'être mangés, et puis d'informer les collègues proches, d'informer les collègues des autres universités. Donc il y a un mouvement interuniversitaire important qui s'est manifesté notamment à Bruxelles le 20 juin lors de la grève nationale, mais il y a d'autres initiatives avec les autres niveaux d'enseignement. On est en train d'utiliser, d'inventer, de tester une formule. Alors ce sera de la maternelle au doctorat ou de la crèche au doctorat, mais nous voulons activer une solidarité extrêmement forte avec les enseignants de tous les niveaux qui parfois sont mobilisés depuis longtemps. Et puis, il y a aussi une troisième alliance que nous souhaitons faire, c'est avec les étudiants et les organisations des étudiants qui sont la raison d'être des institutions universitaires, du travail que nous faisons, quel que soit sans étudiants, effectivement, vous n'avez plus votre boulot non plus. Et Tristan va témoigner là-dessus dans quelques instants. Mais pour qu'on comprenne bien, Grégory, quand on parle pension des profs d'UNIF, par exemple, et Martine témoignera des autres pensions au sein de l'université et d'autres travailleurs, pour qu'on comprenne bien, c'est quoi une carrière universitaire? Elle commence quand? À quel âge? On pourrait se dire, enfin, ils ont bien gagné leur vie, toute leur vie. Or, vous êtes en train, entre parenthèses, de me dire que non, en fait. Non, pas tout à fait. C'est vraiment un sacerdoce aussi. On peut présenter le modèle par l'absurde. Le modèle qui veut aligner tous les régimes, au fond, de pension, et peut-être un jour les régimes salariés sur le régime du privé, suppose des carrières de 45 ans. Et donc, si vous faites un calcul très simple, ça veut dire que pour qu'un universitaire à 67 ans ait fait une carrière complète, il faut qu'il soit engagé à 22 ans. Aujourd'hui, à 22 ans, personne n'a même un diplôme de master. La carrière d'un universitaire, c'est commencer une carrière de recherche vers 25 ans, le temps d'avoir obtenu un contrat, c'est faire une thèse de doctorat, c'est faire plusieurs postdoctorats, et c'est être engagé un peu avant la quarantaine. Donc la carrière d'un universitaire, c'est une longue période de précarité. Ce n'est pas la carrière la plus précaire. Et aujourd'hui, les mesures gouvernementales visent d'abord toute une série de citoyens beaucoup plus précaires, chômeurs, malades de longue durée, étrangers. Mais quand on veut penser l'éducation, et dans l'éducation, l'université, il faut savoir que les universitaires font des carrières en plusieurs temps qui ne sont stabilisées qu'aux alentours de la quarantaine. Et donc, ils peuvent après développer une carrière, quand ils ont la chance de pouvoir le faire dans un milieu concurrentiel, de 20 ou 25 ans. Et vous voyez, les conditions, et il y en a bien d'autres, aggravent les perspectives des universitaires avec une solution qui n'en est pas une, peut-être qu'on y reviendra, c'est le fait au fond, de faire sauter l'âge légal d'accès à la retraite, qui restera facialement, mais avec l'autorisation et peut-être pour certains l'obligation de continuer au-delà de 67 ans, avec un déséquilibre complet à la fois financier et puis en termes de cohérence de l'enseignement, avec des enseignants de 70, de 75 ans ou de 80 ans. Qui empêche des jeunes comme Tristan, s'il veut faire plus tard de la recherche ou un doctorat, d'emboîter et d'assurer un renouvellement des générations, une transformation des questions, des problèmes, des enjeux qui seront pertinents dans 20, 30 ans pour les universités de 2050 ou de 2060. On va revenir sur ça avec vous dans quelques instants, notamment sur ce que les professeurs de certaines facultés pourraient mettre en place pour gagner plus d'argent et peut-être anticiper leur retraite. Mais Martine Evrault, donc vous représentez le PATO, donc le personnel administratif, technique et ouvrier au sein de ce mouvement Université en colère. Et à l'université, ça représente qui? Combien de membres du personnel? Et comment est-ce que ce personnel va être aussi touché? Oui, alors, tout d'abord, pour faire le suivi de ce que Grégory disait, c'est que la législation pension qui est prévue impacte en fait tout le monde dans l'institution. Donc on a d'abord brandi, évidemment, on a utilisé l'image de l'académique privilégié qui avait déjà une pension plus élevée, un salaire plus élevé. Il faut savoir que cette législation pension va impacter tout le monde. Et dans une institution universitaire comme celle de l'Université de Liège, on a
une moitié de fonctionnaires et une moitié de contractuels. Donc ça déjà, la structure de l'institution est importante et ces contractuels vont aussi être impactés par les mesures pension, par des mesures d'allongement, par des mesures de ce qu'on appelle travail effectif. Donc cette législation a ajouté un certain nombre de termes qui chamboulent toute la législation, la notion de travail effectif, ce qu'est le travail effectif, mais c'est important de savoir ce qu'il y a dedans et ce qui en est exclu. Si on lit la presse aujourd'hui, on voit que le ministre a accepté que le congé de maternité soit considéré comme des jours assimilés dans les pensions, ce qui est une aberration. Donc, je reviens. Donc, ça, c'était le lien avec ce que Grégory disait. Maintenant, au niveau du personnel PATO, donc personnel administratif, technique, ouvrier, c'est en fait à peu près la moitié du personnel de l'institution. Donc, on parle d'une structure de combien si vous prenez 5000 personnes, on a à peu près 2000 scientifiques, 2000 PATO et le reste, les académiques. Voilà. Donc globalement, c'est comme ça. Et alors, il faut savoir qu'il y a là-dedans des fonctionnaires et des non-fonctionnaires. Alors, comment vont-ils être touchés, eux ? Alors, comment ils vont être touchés ? Mais en fait, ils vont être touchés comme les autres, par de l'allongement de la carrière, par ce flou par rapport à l'âge de la pension. Donc, la législation prévoit aujourd'hui que l'âge de la pension, c'est 66 ans, 67 ans en 2030. Alors, ces âges, ils restent effectifs. Mais la législation crée ce petit mot qui est bonus et malus. Alors le malus, il intervient au niveau de la pension anticipée, mais le bonus, en fait, est un pourcentage de la pension qui est octroyé si vous travaillez au-delà de l'âge de la pension. Donc là, on a une incertitude, puisque d'un côté, on dit l'âge de la pension est toujours 66-67. Donc, apparemment, il faut savoir que le projet de loi, nous ne l'avons pas. Nous n'avons pas les textes. Donc, restera 66 et 67. Mais à côté de ça, on dit, si vous voulez avoir un bonus qui est 2%, 4%, 5%, qui sera, lui, à vie dans votre pension, mais vous devez travailler au-delà de l'âge de la pension. Donc, là, c'est à la fois une carotte, parce que évidemment on va se retrouver face à des personnes qui ont envie de travailler éventuellement, qui peuvent, mais aussi des personnes qui vont être obligées de travailler si elles veulent avoir une pension décente, puisqu'il faut savoir que dans une institution comme l'université, on a dans PATO, il y a ouvriers, et donc nous avons des ouvriers palefreniers, on a encore du personnel d'entretien qui travaille sous contrat université, on a des ASBL avec du personnel dans les restaurants. Donc ce personnel-là, évidemment, n'a pas des salaires importants, et donc n'aura pas une pension importante, et en plus travaille dans des conditions qui sont peut-être telles que, et là on arrive sur la pension anticipée, qu'elles auront besoin de prendre une pension anticipée. Parce que la pénibilité physique est importante. Donc, il faut savoir que la pénibilité dans le projet pension a été mis totalement de côté. Il n'y a pas de pénibilité qui est prise en compte. Ça c'est vraiment un élément. Donc au niveau du personnel PATO, on a cet aspect-là. On a aussi donc cette notion que je vous disais de travail effectif, dans ce qu'ils appellent le travail effectif, puisque pour avoir une pension complète, il faut 35 ans, il faut avoir du travail effectif, 7020 jours de travail effectif, et donc de ça... On a un certain nombre de choses qui ont été retirées. Alors, par exemple, les interruptions de carrière. Aujourd'hui, les interruptions de carrière, c'est principalement les femmes qui les ont prises. Et dans la carrière PATO, mais c'est que des femmes qui ont pris des interruptions de carrière. Et donc, ici, elles vont être retirées. Il faut savoir que dans le projet, si ce projet de loi passe ici au 1er janvier, les interruptions de carrière qui sont en cours et qui ne sont pas reconnues par l'ONEM, donc où il n'y a pas une indemnité de l'ONEM, vont être retirées des années assimilées.
Donc, ce qui est une catastrophe qui est à la porte là qui est à la porte et pour laquelle carrière. l'employeur ne peut pas en plus informer les travailleurs, puisqu'il n'y a rien décidé. Donc l'ARH ne peut pas dire aux travailleurs attention, vous avez une interruption de carrière en cours, vous l'avez pris jusque 2027 par exemple, pour des raisons personnelles, pour garder les enfants parce qu'il n'y a pas assez de crèches. Donc il y a tout qui s'accumule en fait. Et donc à partir du 1er janvier 2026, elle ne sera plus assimilée dans vos années pour la pension. C'est exactement ce que le mouvement que vous représentez ici dit aussi. C'est-à-dire que l'échéance, elle est tellement courte qu'elle est ici, là, devant vos nez. Absolument. Et nous n'avons pas de texte. Pour les uns et pour les autres. Nous n'avons pas de texte et l'employeur ne peut rien faire. Il est paralysé et il attend. Il est en attente lui-même. Et donc, c'est vraiment une situation catastrophique. Ça c'est clair. Et alors, il y a un élément, évidemment. Donc, je vous disais, il y a quelques mots qui ont été ajoutés dans cette législation pension. On a le bonus, le malus, la notion de travail effectif et alors la notion de jour assimilé. Donc, aujourd'hui, pour avoir une année assimilée pour votre pension, il faut 104 jours. Donc, 104 jours, on va dire que c'est raisonnable par rapport à quelqu'un qui est malade, par rapport au congé de maternité, par rapport aux interruptions de carrière. Donc, quelqu'un qui va prendre une interruption de carrière de mi-temps, 104 jours, il les aura. On passe à 156 jours, qui correspond exactement à un mi-temps. Et donc, ici, quelqu'un qui travaille à mi-temps et qui est malade, parce que dans le travail effectif, on retire aussi la maladie, sauf les maladies de courte durée. Donc, et dans certains secteurs, on le laisse. Donc, quelqu'un qui est malade n'aura pas son année. Et donc, pour la pension anticipée, donc la pension que vous pouvez prendre quand vous avez déjà travaillé un certain nombre d'années, aujourd'hui, le projet de loi prévoit que la pension anticipée, en fait, elle va être supprimée. Pour pratiquement tout le monde, plus personne n'aura accès. Et les personnes qui devront les prendre parce qu'elles ont des ennuis de santé, qu'elles ont travaillé dans des secteurs qui étaient pénibles et qu'elles n'ont plus d'autre choix. Ce matin, je rencontrais, puisque je suis en plus du représentant du personnel, je suis déléguée syndicale dans l'institution, je rencontrais des jardiniers qui sont perclus de rhumatisme, qui se sont fait opérer, et eux, venir leur dire qu'ils vont devoir travailler jusqu'à 66, 67 ans, mais c'est une perspective, pour eux, c'est atroce, c'est impossible, et donc, ils devront prendre la pension anticipée, et c'est là qu'on rajoute le petit dernier, qui est le malus. Si vous prenez votre pension anticipée sans remplir les conditions de 35 ans de carrière, avec 156 jours assimilés et 7020 jours de travail effectif, vous ne pouvez pas prendre votre pension anticipée. Et si vous la prenez, vous avez un malus, c'est-à-dire que pour tout le reste de votre pension en tant que porte-monnaie, on va vous retirer 2, 4, 5% jusqu'à votre mort. Alors, au-delà de la catastrophe sociale, évidemment, et on l'entend bien, Martine, Grégory, et puis Tristan va témoigner également, on est bien d'accord que, pourquoi est-ce qu'on en parle ici ce soir, c'est qu'au-delà de la catastrophe sociale, c'est que toute l'université, toute son organisation, le but même donc de son enseignement va en être fortement changé. Tout l'encadrement, qu'il soit, on l'a vu, de l'administratif, des jardiniers, des dames ou des messieurs qui travaillent à l'entretien et des professeurs, tout ça évidemment va transpirer sur la qualité de nos universités et donc de nos démocraties. Grégory. Oui, pour faire la transition, évidemment qu'une réforme aussi brutale, faite sans aucune négociation avec les personnes et les personnels concernés, sans aucune transition sans échéance, oui. Évidemment que ça a des conséquences qui sont tout à fait majeures sur l'attractivité des métiers de l'université, sur un certain nombre de choix que des individus vont faire, de privilégier peut-être des intérêts personnels, la construction d'autres types de ressources au détriment de l'enseignement, de l'engagement dans le suivi toujours plus individualisé qui est nécessaire pour former nos étudiants, qui sont là avec plein de passions, d'intérêts, mais qui vivent aussi dans une société bouleversée, parfois perturbante. Et donc, on a besoin d'équipes pédagogiques qui soient fortement présentes. Et que l'organisation roule et que tout se passe bien. Il faut que nous soyons effectivement en confiance pour organiser toute la chaîne de l'université, depuis la première année de bachelier jusqu'au doctorat, où on renouvelle simplement les cadres de l'université. Avec aussi peut-être des
des études plus chères dans l'avenir. Tristan de Trèbes, donc vous êtes étudiant en première master, ça veut dire la 3e année. La 4e. La 4e. Ben oui, il y a 3 bacs maintenant, effectivement. La 4e année, donc, en histoire de l'art. Aujourd'hui, 28 000 étudiants environ à l'Université de Liège sont concernés, vont être concernés. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de rejoindre ce mouvement en colère? Pourquoi est-ce que la FEF, même, Fédération des étudiants francophones, rejoint le mouvement? Pourquoi est-ce que vous, en tant qu'étudiant, vous vous dites, en fait, c'est important? La première pensée, on s'en fout un peu des retraites de nos professeurs, mais vous avez clairement compris très vite que ça influerait votre carrière et vos études. Oui, bien sûr. Mais je pense qu'il y a plusieurs raisons. Et je pense que l'une qui paraît un petit peu... Déjà, la première qui paraît un peu lointaine, mais qui est quand même très pragmatique, c'est que nous aussi, on va être amenés un jour à travailler et à devoir toucher une pension. Et donc, oui, tout à fait. Je l'espère aussi. Mais donc, on espère tous aussi pouvoir travailler et avoir une pension tout simplement dans de bonnes conditions. Je pense aussi, nous sommes aussi des personnes qui sont encore attachées fort à leur milieu familial. Et on voit également, comme l'a très bien expliqué donc, Grégory et Martine, que cette réforme des pensions va toucher absolument tous les salariés, notamment nos parents qui travaillent également, qui sont également peut-être salariés dans le privé et dans le public. Et puis, je pense que oui, effectivement, la raison aussi vraiment principale, très directe, pourquoi est-ce que les étudiants ont aussi une place à l'intérieur d'un mouvement qui réfléchit sur les pensions, c'est que ça fait partie tout ça d'un définancement de l'université, tout ça, ça participe d'un définancement. Comme Grégory l'a très bien dit, c'est que voilà, les carrières compliquées déjà des académiques vont être encore rendues de plus en plus difficiles que les batailles pour les postes, les batailles pour simplement avoir une carrière stable, ça va être de plus en plus compliqué. Et c'est également une mise en concurrence aussi de nos universités qui se battent déjà pour recueillir les étudiants entre elles, qui vont se battre pour recueillir les chercheurs nécessaires. Et nous, sur l'encadrement des cours, sur la qualité de nos enseignements, tout ça, ça n'a absolument... Évidemment, ça va avoir des effets très délétères, oui, tout à fait. Est-ce que vous pensez à une carrière universitaire, par exemple? Vous ne le savez pas encore, vous faites l'histoire de l'art, il est possible que vous ayez envie de poursuivre par un doctorat, et puis de la recherche, et puis est-ce que ça pourrait influencer vos choix? C'est-à-dire, non, en fait, je ne vais pas me lancer là-dedans, je vais galérer pendant 10-15 ans, et puis après c'est beau, le cœur et l'âme, mais enfin, il faut remplir le frigo. Oui, tout à fait. Là, par exemple, j'aurais bien du mal à vous répondre, savoir si je vais faire un doctorat ou pas, parce que simplement, c'est des opportunités qui se présentent. Est-ce que ça fait encore rêver? Ou est-ce que là, ça va faire un petit peu moins rêver, justement? Il faut rêver, justement. Je pense qu'il faut de plus en plus de rêves. C'est pour ça que vous vous battez dans ce mouvement, évidemment. C'est pour continuer à rêver. Oui, bien sûr. Je pense, c'est pas seulement pour moi, évidemment. C'est pour c'est pour tous les étudiants. Je pense aussi pour la qualité de l'enseignement en général à l'université. Je pense que c'est des valeurs que... Vous êtes combien d'étudiants dans ce mouvement Université en colère, par exemple, ou avec vous qui avez envie de manifester et de témoigner? C'est difficile de vous dire combien précisément on est, mais je me rappelle des manifestations qui avaient été organisées en fin mai, en tout cas directement sur la place du 20 août à Liège, qui recueillait pratiquement moitié de personnes salariées, donc de membres du PATO, de chercheurs et d'enseignants. Et alors l'autre moitié, c'était des étudiants qui étaient venus là pour aussi venir crier des slogans. Et alors la manifestation du 25 juin à Bruxelles aussi, c'était, je pense qu'il y avait une bonne moitié d'étudiants qui étaient là, qui étaient là pour porter la voix. Vous pensez que l'implication sera la même en octobre? Il y a une manifestation, on va en reparler, nationale le 14 octobre, et puis un petit peu plus régionale, on va dire, en Wallonie, le 24 ou le 25 septembre? 24 septembre. Vous et vos amis, notamment de faculté étudiantes, vous allez vous joindre aux prochaines manifestations? Oui, tout à fait. Oui. On espère encore évidemment beaucoup plus nombreux cette fois-ci, le 14 octobre. Il y aura évidemment des appels pour que les étudiants viennent rejoindre, et des étudiants qui sont en fait déjà présents lors des manifestations, qui sont déjà très engagés et qui, je pense notamment, il y a énormément de mobilisation actuellement de la part des étudiants sur les questions du décret paysage, qui vient durcir les conditions d'accès à l'enseignement plus que les conditions de réussite réellement. Et je pense qu'il y a une force vraiment chez les étudiants de mobilisation, d'énergie qui est vraiment très grande, et je suis persuadé qu'on sera encore plus nombreux. Oui. Vous avez beaucoup à donner pour le moment, entre l'environnement, la démocratie, les démocraties qui vacillent, votre enseignement qui, et comme le disait Grégory, c'est demain. Donc vous allez
au minimum 2 années encore, là, peut-être 3, et vous sentez que c'est tout proche, en fait, que les changements pourraient être immédiats. Oui, tout à fait. Sur la qualité de l'enseignement qui va vous être prodigué. Je pense que ça peut arriver vraiment très vite, quoi. C'est aussi, en général, on est là aussi pour lutter avec nos professeurs contre un projet général qui est très austère. Et je pense que, oui, effectivement, quelque chose qui me vient en tête, c'est qu'effectivement, si nos universités doivent, par exemple, donc je rentre pas spécialement dans les détails, mais financer un 2e pilier pour continuer d'être attractifs pour les carrières des académiques, si elles doivent trouver de l'argent directement, quoi, à allonger d'un coup, ça veut dire moins de budget en général pour les instances de l'université. Et moi, je suis représentant étudiant, ça me fait directement tilter qu'il y aura moins de budget pour la représentation étudiante, pour les cercles, pour les services d'aide psychologique de l'université, pour tout un tas de services dont bénéficient les étudiants, et oui, ce sera immédiat. Le confort d'une vie étudiante et l'intérêt aussi d'une vie étudiante. Et Grégory et Martine également, est-ce que ça vous fait peur, tout ce qui se passe aux États-Unis? On a l'impression que ça arrive aussi très vite en Europe, notamment sur l'attaque de ces universités, on le disait d'entrée de jeu, qui se fait, donc c'est une attaque directe à la démocratie, et Grégory le disait, la justice, les soins de santé, la culture, tout le monde culturel et le monde universitaire, donc les intellectuels de demain, ou en tout cas ceux qui pourront réfléchir avec leur cerveau et pas avec l'IA, c'est la démocratie qu'on attaque pour museler une société? Oui, certainement. La diriger et peut-être faire le lien avec un aspect dont nous n'avons pas parlé et qui est central dans notre groupe Université en colère, c'est la recherche aussi, avec ce projet de ne plus financer au travers de la défiscalisation certains secteurs. Donc il y a quand même un projet qui était ancien mais qui recircule aussi, d'exclure de cette défiscalisation le domaine des sciences humaines et ne laisser que le domaine... Le fameux wokisme. Oui, donc mais il voilà. faut même bannir le mot. Oui, c'est plutôt porté par le domaine qui rapporte. Bien sûr, oui, c'est ça. On va dire les sciences du vivant, c'est créer de l'argent, de toute façon. C'est pour lequel on peut faire de la recherche appliquée. Mais je pense que derrière ça, il y a aussi une volonté, effectivement, d'éteindre certaines voix, de calmer des revendications qui se font au travers le plus souvent des sciences humaines. C'est clair. Et le mouvement a émergé au travers des sciences humaines. Maintenant, c'est vrai qu'il s'étend dans les autres facultés plus largement, mais c'est vraiment une crainte, effectivement. Grégory ? Oui, peut-être un mot pour dire les choses positivement. Je disais qu'il y a des effets de sidération auxquels on doit résister. Les propos de Tristan rappellent cette chose extrêmement importante qui n'était peut-être pas évidente pour les universitaires eux-mêmes. Les étudiants et la société, les autres enseignants ont des attentes à l'égard de l'université, qui sont des attentes importantes. L'université n'est pas une vieille chose un peu décatie à côté du reste de la société. C'est un lieu dont on attend une parole qui est forte, qui est cohérente, qui s'exprime aussi à l'extérieur des murs surtout de l'université. Surtout dans des villes comme Liège, où le tissu social est vraiment fondé autour de l'université. L'université en plein dedans. En particulier à Liège, et donc le 1er octobre... Aux États-Unis, c'est déjà un peu différent. L'université les universités américaines se sont certainement repliées sur elles-mêmes. Les universités en Belgique sont dans la ville, à Liège et dans les autres villes universitaires. On aura d'ailleurs une occasion le 1er octobre de le montrer à Liège, place Gavier-Nogent, où avec des enseignants de tous les niveaux, on fera des ateliers, on fera de l'information, on passera du temps avec les personnes qui passent par là. C'est pas loin d'une librairie, c'est pas loin de la Sauvenière, c'est pas loin de Mnema. Et je crois que ça a un effet retour très positif sur les universitaires, qui doivent bien sûr être des spécialistes de leur domaine, mais qui savent aussi, et quand on dit parfois politisation ou manifestation, ils s'effraient. Quand on dit service public, quand on dit que les universités, c'est des lieux de savoir, de recherche originaux, ben là, finalement, les collègues disent bien oui.
Au-delà de ma spécialité, j'ai d'autres missions que je dois faire valoir dans la société. Ce sera sans doute une autre émission sur ces autres missions que nous développerons parce que celle-ci vient malheureusement à terme. Mais je voulais faire une petite parenthèse et on en reparlera sur ce mouvement qui s'élargit. Et vous avez été très ouvert à cela aussi, sur un enseignement en colère, plus que l'université en colère, de la maternelle au doctorat, puisque ça touche évidemment toute la vie humaine, de la petite enfance à... On apprend jusqu'à 77 ans et plus, comme disait Tintin. Vous serez unis donc le 14 octobre, on l'a dit, lors d'une manifestation nationale, tout niveau, toute université, avec les étudiants de la FEF. Et puis plus localement, on vous rejoint le 24 septembre. À Namur. Voilà, on vous recevra encore pour vos actions de septembre-octobre, voir un peu ce que ça a donné. Et on espère que ça pourra faire bouger les lignes. En tout cas, merci Tristan de Trep d'avoir été là aujourd'hui. Merci Martine Evrault. Merci. Il y aura encore beaucoup à dire, mais vous reviendrez. Merci Grégory Cormand. Merci à vous. Très bientôt et merci à ceux qui ont fait le choix de nous écouter ce soir, d'avoir été là. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité. Bonsoir à tous.